Avant les frappes, il y a eu les réunions. Avant la guerre ouverte, il y a eu les arbitrages, les ultimatums, les canaux parallèles et les scénarios extrêmes posés sur la table. Et derrière tout cela, une impression de plus en plus nette, à Washington, on avançait simultanément vers l'escalade et vers la négociation. C'est ce que révèle la lecture croisée du Washington Post, de Reuters et des dépêches les plus récentes sur la trêve. La guerre contre l'Iran n'a pas jailli d'un plan unique, propre, parfaitement maîtrisée. Elle a émergé d'un mécanisme de pouvoir beaucoup plus instable, où Trump voulait à la fois apparaître comme l'homme de la force absolue et se réserver une porte de sortie diplomatique. Ce soir, sur Alerte Monde, nous allons reconstituer le film de ces réunions, non pas pour raconter des coulisses anecdotiques, mais parce que ce film révèle quelque chose de bien plus profond, une méthode de pouvoir, et les limites de cette méthode. Partie 1. La guerre et la négociation sont nées ensemble. Commençons par renverser l'idée la plus répandue. Beaucoup de commentaires présentent encore la guerre et la trêve comme deux moments séparés. D'abord l'escalade, ensuite la pause. Mais ce que montre le Washington Post, c'est exactement l'inverse. Les mêmes contradictions traversent les deux moments. Trump menaçait de frapper massivement si Hormuz n'était pas rouvert, tout en affirmant publiquement que des discussions actives existaient déjà avec Téhéran. La Maison-Blanche voulait produire une image de domination totale, alors que dans les faits, elle gardait ouverts des canaux indirects avec l'Iran et travaillait déjà les conditions d'un ralentissement si le coût de l'escalade devenait trop lourd. Reuters a confirmé que la suspension des bombardements passait par une médiation pakistanaise et s'adossait à une réouverture partielle d'Ormuz, tandis que les divergences sur les termes réels de la trêve restaient profondes. Ce n'est donc pas un hasard si le déclenchement de la guerre et la négociation du cessez-le-feu se ressemblent autant. Ils procèdent d'une même méthode: brutalité verbale, pression maximale et recherche simultanée d'une issue praticable. La guerre et la négociation ne sont pas des temps successifs. Elles naissent ensemble, dans les mêmes réunions, autour des mêmes angoisses de coût, de crédibilité et de contrôle. Partie 2. Une Maison-Blanche traversée par l'hésitation. Pour comprendre ces réunions, il faut voir qui y participait et ce qui s'y disait réellement. Le Washington Post décrit un dispositif où plusieurs figures interviennent dans les échanges: le vice-président J.D. Vance, l'émissaire Steve Witkoff. Pendant que des intermédiaires de régionaux comme le Pakistan jouaient un rôle dans la construction d'une possible sortie de crise, cela signifie qu'au cœur même de la phase d'escalade, il existait déjà des acteurs chargés non pas seulement de préparer la guerre, mais aussi de préparer une issue diplomatique. Les réunions de la Maison-Blanche n'étaient pas uniquement des espaces de planification militaire. Elles étaient d'une hésitation stratégique permanente. Jusqu'où frapper? Comment tenir la posture maximale? À quel moment convertir la pression en transaction? Le Washington Post apporte ici un élément particulièrement révélateur. Scénarios extrêmes, comme une opération commando visant à saisir de l'uranium enrichi iranien, ont été étudiés et présentés au président. Le simple fait que de tels plans aient été envisagés est politiquement énorme. Cela montre qu'au sommet de l'appareil américain, on n'examinait pas seulement des frappes aériennes ou des voies diplomatiques, mais aussi des options hybrides extraordinairement risquées, susceptibles de faire basculer la crise dans une toute autre dimension. Un système sûr de sa ligne choisie. Un système inquiet multiplie les options. Et Washington, à ce moment-là, multipliait les options. Partie 3. Hormuz, la contrainte que personne ne pouvait ignorer. Il y a un facteur qui a pesé sur toutes ces réunions comme une contrainte invisible mais absolue: le détroit d'Hormuz. Reuters se rappelle qu'environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Lors de la crise, près de 200 tankers ont été affectés, représentant environ 130 millions de barils de brut et 46 millions de barils de produits raffinés bloqués ou retardés.
Cela veut dire que pendant que la Maison-Blanche examinait ses options militaires, elle gérait aussi une vulnérabilité systémique de l'économie mondiale. Dans ce contexte, chaque réunion sur l'Iran devenait aussi une réunion sur les prix du pétrole, sur les marchés asiatiques, sur les assurances maritimes, sur l'inflation domestique américaine, sur les alliés du Golfe, sur l'Europe. C'est exactement ce qui rend la prise de décision si instable. Quand un président veut jouer la coercition maximale contre un acteur qui détient un levier sur l'un des principaux goulets énergétiques du monde, toute montée en gamme militaire devient mécaniquement un pari sur la solidité du système mondial. Et ce pari alimentait mécaniquement les contradictions internes à Washington. Partie 4. Des objectifs grandioses, des résultats incomplets. C'est ici que la contradiction centrale de toute la séquence apparaît dans toute sa clarté. D'un côté, Trump parlait comme s'il allait imposer une capitulation stratégique à l'Iran. Le Washington Post rappelle qu'il avançait avec des objectifs de guerre très vastes, allant jusqu'à l'idée d'une reddition iranienne, voire d'un changement de régime ou d'une neutralisation profonde des capacités nucléaires et balistiques. De l'autre, les faits au moment de la trêve montrent qu'une bonne partie de ces objectifs n'étaient pas atteints. Le régime iranien tenait toujours. Ses capacités n'étaient pas intégralement détruites. L'uranium enrichi demeurait un sujet non résolu. La Maison-Blanche a construit une narration de victoire totale alors même que les instruments de cette victoire étaient incomplets et que la réalité stratégique appelait déjà une négociation. Autrement dit, Washington a voulu entrer dans la guerre avec une posture politiquement maximale, mais sans solution opérationnelle claire pour convertir cette posture en résultat net. Le Washington Post le dit d'une formule très forte. Après la pause en Iran, ce ne sont pas des signes de reddition qui sont apparus, mais des drapeaux de victoire iraniens. C'est une image décisive. Une guerre vendue comme un acte de domination se termine provisoirement par une célébration politique côté Téhéran. Quand un adversaire que l'on prétend briser brandit ses drapeaux au lieu de se taire, il y a un écart majeur entre la puissance destructrice d'une campagne et son rendement stratégique réel. Partie 5. La trêve, prolongement de la confusion. Juste avant l'échéance de nouvelles frappes massives, Trump accepte finalement une suspension de 2 semaines, adossée à une proposition iranienne structurée et à la promesse d'une réouverture d'Ormuz. Ce retournement est capital. Après avoir construit tout son récit sur la coercition, Washington doit revenir à la table. Et pas même à une table directe, mais à une négociation indirecte, médiée, fragile, saturée d'arrière-pensée et d'ambiguïté. Après avoir voulu imposer le tempo par la force, Trump se retrouve obligé de gérer une sortie dont il ne contrôle ni complètement les termes, ni complètement la narration. La confusion de la trêve n'est pas un accident. Elle est le prolongement logique de la confusion stratégique des réunions qui l'ont précédée. Quand une équipe dirigeante entre dans une escalade sans clarifier ce qu'elle veut vraiment obtenir, ni quel théâtre elle peut réellement stabiliser, elle fabrique les conditions d'un cessez-le-feu flou avant même de l'annoncer. Le Washington Post décrit une Maison-Blanche qui peint à défendre une trêve dont les termes sont contestés presque ligne par ligne. Sur Hormuz d'abord, le discours officiel américain présentait la situation comme presque résolue, alors que les données de suivi maritime montraient beaucoup plus limitées. Sur le périmètre géographique ensuite, Israël et les États-Unis ne parlaient pas le même langage que Téhéran sur ce que couvrait réellement la pause. Sur le Liban, enfin, Reuters rapporte que l'Iran a jugé que les frappes israéliennes au Liban rendaient les négociations dénuées de sens, tandis que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, estimait publiquement que la trêve devait être étendue au Liban. Partie 6. Le piège se referme. C'est là qu'il faut voir le vrai retournement narratif de toute cette séquence. Trump voulait croire qu'il pouvait ouvrir la guerre, imposer la peur, puis refermer la crise selon son propre calendrier. Mais ce que montre le film des réunions, puis celui de la trêve, c'est exactement l'inverse. Plus il pousse le mécanisme loin,
plus ce mécanisme produit des effets qu'il ne contrôle pas totalement. Les marchés pétroliers réagissent. Les alliés européens interviennent publiquement. Israël poursuit ses propres objectifs au Liban. L'Iran transforme la pause en scène de défi politique. Trump pensait être l'auteur de la séquence. Il en devient peu à peu l'otage partiel, non pas parce qu'il perd immédiatement le contrôle de tout, mais parce qu'il découvre qu'ouvrir une guerre est beaucoup plus facile que produire ensuite une sortie cohérente quand les acteurs régionaux, les flux énergétiques et les objectifs de vos propres alliés ne s'alignent pas sur votre récit. Pour Trump, plusieurs lignes rouges s'accumulent. Si Hormuz n'est pas vraiment rouvert dans des conditions claires, il est démenti. Si le Liban continue de brûler, il est démenti. Si l'Iran maintient ses lignes rouges sur l'enrichissement et ses capacités, il est démenti. Et si les discussions à venir achoppent sur le stock d'uranium enrichi ou sur la définition même de ce que l'Iran doit abandonner, alors la pause apparaîtra rétrospectivement non comme un sommet de maîtrise, mais comme un arrêt sous contrainte. Conclusion. Alors, qui gagne vraiment? Si l'on prend au sérieux le Washington Post et les autres sources, la réponse est bien plus nuancée que la communication américaine ne le laisse entendre. Trump gagne du temps, c'est certain. Il évite pour l'instant une spirale encore plus incontrôlable. Il soulage les marchés. Il peut afficher un arrêt des frappes avant que le coût économique et diplomatique ne devienne trop lourd. Mais l'Iran gagne lui aussi quelque chose d'essentiel. Il reste debout. Son régime n'a pas été renversé. Ses capacités n'ont pas été entièrement neutralisées. Son uranium enrichi reste un dossier ouvert. Hormuz demeure un levier. Et surtout, politiquement, il peut présenter la séquence non comme une capitulation, mais comme une résistance suffisante pour forcer Washington à revenir à une négociation indirecte. Une guerre peut être tactiquement destructrice et stratégiquement incomplète. C'est précisément ce qui semble s'être produit ici. Ce que révèlent ces réunions, au fond, ce n'est pas une stratégie parfaitement cohérente. C'est un pouvoir qui pousse l'escalade très loin tout en gardant déjà en tête la manière de freiner si le coût devient trop élevé. Trump n'a pas seulement déclenché une guerre, il a enclenché un mécanisme dont il devenait, réunion après réunion, de moins en moins certain de pouvoir maîtriser toutes les conséquences.